de la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu coquinou. On va parler d'un petit sujet un petit peu ouh, voilà. On va parler de contraception. Non, on n'allait pas parler de sexe direct non plus. Oh ça va, je vous vois les coquines. Non, on va parler de la contraception, de l'effet contraceptif éventuel ou pas de l'allaitement, nous en fait, voilà. Parce que effectivement c'est quand même une question qui revient souvent. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de la méthode MAMA, donc c'est la méthode d'aménorrhée par l'allaitement maternel. On va en reparler juste après. Et il y en a beaucoup qui se posent aussi la question de quid en fait de la contraception avec l'allaitement. Donc on va revenir là purement sur l'effet contraceptif de l'allaitement. J'ai déjà parlé des contraceptions, des modes, des moyens de contraception dans une autre vidéo que je vous remettrai en lien par ici. Mais là, on va s'attarder vraiment sur l'effet contraceptif de l'allaitement. Et puis, on va parler aussi dans cette vidéo de son effet sur la régulation des naissances. Ça aussi, c'est un aspect quand même très très important à mon sens. Je vous explique juste après. Revenons-en aux faits mécaniques. L'allaitement, dans certaines conditions, peut effectivement avoir un effet contraceptif. Un comité d'experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si vous cherchez le consensus de Bellagio qui date de 1988, j'essaierai de vous mettre un lien en barre de description, a défini des conditions en fait précises dans lesquelles l'allaitement maternel peut procurer un effet contraceptif équivalent à celui d'un contraceptif chimique, stérilet hormonal, non hormonal ou pilule. Pour ce faire, il faut qu'on soit face à un allaitement qui est vraiment exclusif, de jour comme de nuit, sans autre mode d'alimentation de bébé. Donc on oublie, si jamais nous, dans notre voie lactée, on donne par exemple, je ne sais pas, un biberon la nuit, voilà. Attention, quand je dis biberon, ça peut être du lait maternel. Biberon, je veux dire, il n'est pas collé au sein, c'est ça ce que je veux dire. La nuit, ou si, je sais pas, dans la journée, il va chez nounou, même très tôt, je veux dire, vous avez repris le boulot, il a 2 mois et demi, 3 mois, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette temporalité là juste après. Et qu'il va chez nounou par exemple, et que chez nounou il prend le lait dans un contenant alternatif, paf, là ça marche plus non plus. Il faut vraiment qu'on soit sur un truc all inclusive quoi, c'est vraiment allaitement exclusif de jour comme de nuit, sans autre mode d'alimentation ou sans autre intervention, c'est-à-dire que même pas la tétine dans la bouche de bébé, ok. L'OMS a aussi défini qu'il ne fallait pas un intervalle de plus de 6 heures entre 2 tétées. De toute façon, de manière générale, c'est déconseillé parce que on risque un tout petit peu l'engorgement en fait. Donc de manière générale, c'est assez déconseillé. Mais en plus, pour avoir l'effet contraceptif, c'est vraiment un des critères que l'OMS a retenu, c'est qu'il n'y ait pas 6 heures, vraiment plus de 6 heures entre 2 tétées. Et puis un autre critère qu'aura retenu l'OMS, c'est d'avoir au moins 6 longues tétées. Je sais plus compter, je vais faire ça. 6 longues tétées. L'OMS a admis 6 longues ou 10 courtes. Voilà. Et chaque jour, vraiment c'est pour une seule journée, d'accord? En fait c'est de façon à ce que la stimulation du mamelon et de l'aréole dure quotidiennement entre 60 à 90 minutes, en gros. C'est ce qu'ils ont estimé. Et bien entendu, c'est l'évidence même, c'est la base, j'aurais même dû le dire en premier, il ne faut pas qu'il y ait eu de retour de couche. Sinon, non, ça ne compte plus. Voilà, c'est foutu, voilà. Alors, dans ces conditions, et seulement dans ces conditions, la protection que l'on accorde du coup à l'allaitement maternel serait dépassée de 98% quand même pour les 6 premiers mois. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de si jamais vous avez un retour au travail à 2-3 mois de votre bébé, et ben voilà, du coup ça ne compte, d'accord, il y aura plus d'effet contraceptif à l'allaitement parce que logiquement c'est censé couvrir les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de nos bébés. C'est QFD. Et donc on considère que ça aurait effectivement, ce que je disais au tout début, une protection équivalente à un stérilet hormonal ou non, ou à une médicamentation chimique. Il y a du mal à sortir celui-là. Une médicamentation chimique. Bon, vous avez compris, la pilule quoi. Mais il n'y a pas que la pilule, c'est pour ça que j'insiste. Il y a les implants, il y a les patchs, il y en a plein d'autres quoi. Et en fait, pourquoi les conditions citées juste avant sont importantes? C'est parce que si jamais il y a une seule des conditions qui n'est pas remplie, en fait, la prolactine va diminuer et une ovulation va pouvoir en fait survenir à n'importe quel moment avant même le retour de couche. Voilà, il faut savoir qu'avant même de voir vos saignements de retour de couche, vous pouvez ovuler. Il y a même des mamans qui c'est arrivé. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Il y a même des mamans qui finalement ont une nouvelle grossesse sans avoir vu leur retour de couche. Et oui,
Ah, c'est le jeu de la vie. Parce que effectivement, elles ont ovulé et elles n'ont pas eu de retour de couche et puis paf, ça a fait des chocs à pic quoi. Et en parlant de ça, il est important de faire un point ici. Est-ce que vous saviez que l'allaitement maternel est quand même, le plus vieux moyen de contraception du monde? Eh oui, c'est-à-dire qu'avant, on se mettait pas un crochet dans le minou et on n'avalait pas des cachetons. Mais c'était aussi un très très bon moyen de réguler les naissances. Alors, c'est là qu'on en vient à la fameuse question du « oui, mais nous, on aimerait un petit deuxième, mais on m'a dit que pour avoir un deuxième, il fallait que j'arrête d'allaiter parce que l'allaitement, ça impacterait ma possibilité d'avoir un bébé, etc., etc. » Alors, oui, non. On va faire justement un petit topo. En fait, on va d'abord terminer ce qu'on est en train d'expliquer et après on fera un topo. Vous me connaissez, sinon je pars en quête. Alors, pour terminer ce que j'étais en train de dire, c'est que l'allaitement maternel, effectivement, c'est la plus vieille méthode de contraception du monde. C'est ce qu'on appelle la fameuse MAMA dont on parlait tout à l'heure, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. J'ai eu du mal à la sortir. Et en fait, il s'avère que sans contraception, une femme n'allaite pas, a en moyenne un enfant tous les 15 mois. Donc une femme qui n'allaite pas, d'accord, pas le tétou, elle a en moyenne un enfant tous les 15 mois, d'accord, en moyenne. Alors qu'une femme qui allaite, elle va avoir tendance à avoir une moyenne d'un enfant tous les 3 ans. Il y a une logique à ça. Parce que, c'est ce que je venais de vous dire, et c'est là où on en vient, c'est que l'allaitement, ça joue un rôle dans la régulation des naissances. Et oui, tant que vous allaitez, votre corps considère qu'en fait, un petit dépend de vous, et que donc, pour l'instant, il ne peut pas fournir l'énergie pour, 1, créer la vie, 2, la nourrir. Puisque, il y a déjà un bébé qui dépend de vous d'un point de vue hormonal, pas d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue hormonal. Le fait d'allaiter longtemps, le fait d'être en allaitement anthropologique, eh ben, on envoie le message à notre cerveau par des informations chimiques que finalement, le petit qui est là a encore besoin de nous. Donc, on n'est pas en capacité mentale. Alors, si, on peut avoir la place mentale et se dire « j'aimerais bien un deuxième bébé ». Mais on envoie des messages au corps qui lui dit « on n'est pas prêt. Non, 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 il y a encore quelqu'un qui dépend de nous, donc tu ne peux pas avoir un autre bébé. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une maman qui n'allaiterait pas, eh ben finalement, tous les feux sont au vert. Personne ne dépend d'elle, donc elle peut avoir un bébé plus rapidement, le corps peut s'y préparer plus rapidement. Alors, je sais que vous allez me poser la question en commentaire, quid des mamans tir-allaitantes? Il semblerait que pour les mamans tir-allaitantes, on soit finalement dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des informations qui parviennent au corps en mode en fait moi je tire encore mon lait, j'ai encore besoin de ça parce que mon enfant a encore besoin de moi. Mais en même temps, il n'y a pas la succion de bébé, il n'y a pas cet aspect aussi affectif, on renifle son bébé. Parce qu'effectivement, en plus, quand on mène un allaitement anthropologique, il y a aussi le fait qu'on ait notre bébé contre nous, il y a cet échange d'odeurs, on le sniffe, on le touche, on le bisoute, etc. Ce qui peut être aussi le cas en tire-allaitement, qu'on donne un biberon ou dans un autre contenant. Mais il n'y a quand même pas ce transfert d'informations entre la succion d'un bébé et les informations envoyées au cerveau. On le veuille ou non, c'est pas les mêmes, d'accord? Donc effectivement, pour les tire-allaitantes exclusives, c'est un peu les fesses entre les deux, quoi. Voilà, donc pour vous, c'est entre 15 mois et 3 ans. Tada! C'est cadeau! Remarquez, si vous voulez continuer à allaiter et avoir un deuxième, on tient peut-être une piste, hein. Deuxième, troisième, on tient peut-être un truc là quand même, les gars. Mais voilà, en vrai, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Voilà, j'aimerais avoir un deuxième, un troisième, etc. On m'a dit d'arrêter l'allaitement parce que, oui, c'est vrai, ça joue sur l'expression des hormones qui facilitent d'être en gestation, de tomber enceinte, mais effectivement ça va impacter un peu ces hormones là, mais d'un autre côté pas non plus, voilà, on l'a vu, si on dépasse les 6 premiers mois, si on dépasse en fait les conditions requises par la MAMA, donc par la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, on voit aussi qu'on est moins couvert, quoi. Donc dans un sens c'est vrai, parce que si on respecte toutes les conditions, voilà, qu'on a évoquées juste au-dessus, qui font que là, oui, on va être sur une protection vraiment très efficace en termes de contraception, et ben en même temps, après, on perd en efficacité. Ce sera un peu comme une pilule un peu périmée. Voilà, on perd en efficacité et on peut quand même retomber enceinte. Mais il y a quand même ce jeu des hormones il y a un enfant, un bébé qui tète, donc on envoie l'information au cerveau que potentiellement, là, on n'est pas en disponibilité, si je peux dire ça comme ça, d'accueillir, de construire une vie, d'accueillir un nouvel enfant, etc. Puis n'oubliez pas aussi qu'il y a un phénomène qui est absolument pas lié à l'allaitement, mais qui est lié tout simplement au corps, c'est qu'une grossesse, en gros, pour vous donner une image, le travail, l'énergie que demande une grossesse, c'est comme si la plaque tectonique de l'Inde passait sous le continent. Vous voyez comment ça ravagerait toutes les forêts, les terres, tout serait balayé, et ce serait puissant, ce serait énorme
comme énergie que de déplacer comme ça une plaque tectonique sous un continent, bah, votre corps, c'est à peu près ça, ce qu'il est en train de dégager comme énergie. Quand on crée la vie, ça paraît pas parce qu'on se dit, oh, on se regarde tous les mois, on prend notre petite photo en mode, oh, je grossis, c'est trop mignon, nanana. On se rend pas compte, mais en fait, l'énergie à l'intérieur, c'est pas pour rien qu'il y ait des femmes qui perdent des dents, c'est pas pour rien qu'il y ait des femmes qui perdent des cheveux, c'est pas pour rien qu'il y ait des femmes qui font des dépressions si elles se supplémentent pas, si elles sont pas suivies, etc. Parce que ça leur pompe tellement d'énergie. C'est pas pour rien qu'il y en a qui sont beaucoup plus fragiles, musculairement, elles sont plus de claquage, au niveau des os, voilà, on se tord plus facilement les chevilles, enfin voilà, ça peut être différent pour chacune, et c'est pas pour rien en fait qu'on peut avoir des petits soucis, des petits désagréments à droite à gauche, parce qu'en fait ça vient pomper d'une manière extrêmement rapide, même si 9 mois ça peut paraître long, mais sur l'échelle d'une vie, je peux vous assurer que 9 mois c'est 9 secondes, si on rapporte ça à l'échelle du temps, c'est extrêmement rapide, ça pompe énormément d'énergie, et éventuellement juste votre corps en fait il est juste pas prêt, il est juste pas prêt. Donc si vous avez un projet comme ça d'avoir un enfant suivant, n'hésitez surtout pas, et j'ai même envie de dire foncez, consulter une IBCLC par rapport à votre allaitement, mais à faire un bilan aussi avant, quand vous avez cette idée d'avoir un deuxième, vous avez l'idée, c'est pas pour demain, mais vous avez l'idée, vous dites ah quand même, tiens j'aimerais bien un petit deuxième, mais quelque part j'ai pas envie d'arrêter d'allaiter, donc je vais attendre. Et bien profitez de ce temps d'attente pour aller faire un petit bilan. Alors ça peut être avec votre médecin traitant, une naturopathe, une micronutrition, je ne sais guère. Moi je sais que médecin traitant et naturopathe c'est sûr, votre sage-femme pourquoi pas, pour aller faire une espèce de bilan comme ça de préconception et faire un état des lieux un petit peu de votre corps, un scan complet, vitamines, minéraux, graisses, sucre, j'en passe et des meilleurs, les professionnels seront bien mieux placés que moi pour vous le dire, et faites un petit check-up justement pour savoir comment finalement vous pouvez booster, préparer votre corps au mieux à accueillir cet enfant suivant dont vous désirez, hein, et finalement avoir toute l'énergie requise, et déjà à faire vos réserves d'énergie, et vous les continuerez après bien sûr, vous aurez vos rendez-vous ensuite, vous pourrez continuer vos rendez-vous, et à continuer à prendre soin de vous, et surtout à vous énergiser, c'est surtout ça. Mais quand on parle d'énergie, c'est pas être une bonne nuit, j'ai bien dormi, ah je suis super énergique, non, c'est faites attention à vos jauges dans votre corps, d'accord, à vos jauges, voilà, la jauge de fer, la jauge de sucre, la jauge de gras, faites attention à tout ça, de calcium, potassium, il y en a plein, hein, voilà. Faites attention un petit peu à tout ça, essayez d'avoir un petit peu tout dans les starting blocks, enfin, faites une consultation, ce qu'on appelle consultation de préconception, pour pouvoir faire un petit peu un état des lieux de votre corps, savoir où vous en êtes, parce que forcément vous êtes en train d'allaiter aussi un enfant précédent, donc ça aussi ça demande de l'énergie, ça aussi ça vient impacter dans vos réserves, donc faites un bilan, parce que finalement même si vous n'avez pas envie d'arrêter d'allaiter, vous vous dites ok mais moi je vais attendre un petit peu, je vais attendre parce que je suis pas prête à arrêter d'allaiter, et bien profitez de ce temps d'attente pour vous booster au max, pour avoir un corps au taquet qui sera finalement le meilleur nid possible et dans lequel votre futur bébé pourra venir comme ça prendre tout ce dont il a besoin mais sans que ça vous impacte. Voilà. Ça c'était quand même un message que je tenais absolument à faire passer parce que je trouve qu'on ne le passe pas assez souvent. Mais revenons-en finalement à nos moutons, hein, puisqu'on était là pour parler de l'effet contraceptif de l'allaitement. Et pour terminer un petit peu là-dessus, l'effet contraceptif de l'allaitement, on l'aura compris, résulte de la succion prolongée sur les récepteurs sensoriels de l'aréole. Par contre, le mécanisme précis, lui, est encore assez mal élucidé, assez mal compris. On sait qu'il y a un blocage de la pulsatilité. Alors là, je vais rentrer dans des trucs un petit peu techniques. J'essaierai de vous mettre des liens, mais je pense que pour celles qui aiment bien l'aspect un peu technique, voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Donc si c'est pas du tout votre dada, bon bah, arrêtez là la vidéo, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire et partagez autour de vous histoire que ce soit un petit peu connu par plus de parents. C'est bien de savoir comment fonctionne son corps aussi. Toujours très intéressant. Mais pour celles qui seraient intéressées par l'aspect technique. Donc les mécanismes précis, comme j'ai dit juste avant, ont encore été mal élucidés. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un blocage de la pulsatilité de la LHR. Hypothalamique, qui contrôle donc la sécrétion de FCH, j'essaierai de vous mettre la traduction des acronymes par là, et LH, d'accord. En gros, ça bloque des molécules, d'accord, dans le corps. Et puis ça aurait un effet direct, il y aurait un effet direct des pics de prolactine sur la sécrétion hypophysaire de FSH et de LH. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre tout ça là. En gros, l'idée, c'est que le mécanisme bloque certaines choses et ont un effet direct sur la sécrétion d'autres choses, d'accord, qui font que du coup ça régule un petit peu comme ça la capacité à être enceinte. Par exemple, le blocage de la
FSH et la LH, faut pas que je les confonde, empêche la maturation des follicules ovariens. En fait, c'est ça en fait. Ça empêche la maturation des follicules ovariens et la transformation de la muqueuse utérine en préparation pour l'anidation finalement. Donc en gros, le fait que bébé ait une succion prolongée, ça va bloquer les éléments qui normalement sont là pour faire en sorte que nos ovaires mûrissent et que notre utérus se transforme en petit nid douillet. En gros, les petites fées du logis de notre utérus qui sont là en mode design d'intérieur, allez, je te mets un petit peu de coton par là, un petit peu de coton par là, ça devient moelleux par ici, ça devient moelleux par là, voilà, bébé pourra mettre ses petites fesses, et tatati, tatata, voilà. Ouh, il va être bien installé, là, bébé. Bah, en gros, ces petites fées du logis qui sont censées préparer tout ça, qui sont censées faire, ding dong, les ovaires, il va falloir se mettre à ovuler, hein, parce qu'on en veut un autre, nous, hein, d'accord? Allez, on se prépare, on bichonne, petit massage, petit machin, hop là là, oh, vas-y, tu vas pouvoir ovuler, voilà. Et puis, qui vont préparer l'utérus en mode petite fille du logis, là, voilà, oh, voilà, hein, en mode princesse, comme ça, hein. Je suis en train de penser à la princesse Gisèle, bref, en mode je cocoune un petit peu l'utérus, je prépare les ovaires. Toutes ces petites fées du logis qui sont censées faire ça, bah en gros, la succion prolongée de bébé, ça va les bloquer, ça va leur dire, en fait non, basket, tu n'entres pas, plumeau, non, tu n'entres pas non plus, déco d'intérieur, pas non plus, pas pour l'instant. En gros, c'est ça ce qui va se passer, voilà. C'est que va y avoir des videurs. Le fait que bébé fasse des succions prolongées, ça va faire effet videur de boîte de nuit, en mode non, tu ne passeras. En mode, vous voyez, Gandalf, vous ne passerez pas. Voilà, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment pour vous simplifier la chose. Alors, avec les noms des molécules dont on vient de parler et que je vous aurais mis, voilà, j'aurais tenté de vous les écrire ici. Et du coup, c'est ce qui fait que, bah, finalement, comme ça a un effet comme ça, il en résulte effectivement une certaine infertilité ou une absence de retour de couche, d'accord? C'est ça qui fait que c'est un petit peu long. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un retour de couche en général quand bébé commence à espacer les tétés, parce qu'il a des succions moins prolongées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est QFD, tout s'enchaîne, voilà. Donc, sur ce, bah dites-moi comment ça s'est passé pour vous, parce que moi, par exemple, à titre totalement personnel, pour mon premier, j'ai eu mon retour de couche à 3 semaines postpartum. Si, bah vérifié par ma gynécologue, qui elle non plus n'y croyait pas sur le moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un gros téteur. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que moi, mon fils, il tétait 5 minutes les 20 minutes. Et que ce rythme-là, il a duré à peu près un mois. Semaine, voilà. Il a duré à peu près un mois. Et donc à peu près, grosso merdo, hein, parce que ça a continué après. Mais en fait, il s'est avéré que sur ce rythme, il y a une nuit, je ne sais plus pourquoi, mais je sais qu'on était tous KO. Pourquoi? Je ne saurais plus vous dire. On était tous KO. Et en fait, il a dormi. Mais genre, il a dormi. Bon, moi, je me suis levée avec des boobs, je vous en parle même pas. Mais il a pioncé, en fait. Sauf que tu passes d'un bébé qui tète toutes les 5 minutes, toutes les 20 minutes. D'accord? Donc, tu passes d'un bébé qui tète 5 minutes toutes les 20 minutes à un bébé qui tète pas pendant quelques heures. Bah, le corps, il se dit, on a une ouverture, c'est le moment. Et donc go. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec mon retour de couche très tôt. Puis à l'inverse, vu que j'étais en co-allaitement pour les deux choupis, donc j'avais des stimulations et des suctions qui étaient longues. Je veux dire, si j'avais pas les deux en même temps, ou alors c'était l'un qui prenait le relais de l'autre, effectivement, on était stimulation et une succion qui était relativement longue. Donc mon retour de couche, je l'ai pas vu avant... Je crois que c'était, de mémoire, je crois que c'était 20 ou 22 mois pour Pipou, le retour de couche, donc pour ma deuxième. Mais sachant que j'étais en co-allaitement, hein. Donc voilà, que je pense que vers 20-22 mois, alors je ne saurais plus là de tête, mais probablement que peut-être que c'est à ce moment-là que mon grand a commencé à moins téter, donc j'ai eu beaucoup moins de stimulation peut-être. Alors il y avait toujours Pipou qui tétait, mais du coup il passait de 2 à 1 ou moins régulier. Bah forcément le corps il se dit il y a une ouverture. Voilà, tout simplement. Donc nous, je sais que ça s'est passé comme ça. N'hésitez pas à me dire vous comment ça s'est passé pour vous, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous envisagez un deuxième? Est-ce qu'avec ces informations, vous comprenez mieux pourquoi peut-être un professionnel de santé à qui vous en avez parlé vous a dit oui, mais il va peut-être falloir arrêter d'allaiter? Est-ce que ça vous aidera à faire un choix plus éclairé aussi? Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je vous y attends. Sur ce, n'oubliez pas que savoir, c'est prévoir pour pouvoir. Moi, je vous fais des gros bisous. On like, on s'abonne et on commente parce que la plupart d'entre vous ne sont pas abonnés quand ils passent sur cette chaîne. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petite coquinou. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!